Commençons par une petite histoire qu'on entend parfois dans les facultés d'anthropologie. Il s'agit d'un dialogue imaginaire entre un missionnaire et un samoan, que le premier découvre allongé sur la plage. Le missionnaire: regarde-toi, tu gâches ta vie à rester couché comme ça. Le samoan: pourquoi? Je devrais faire quoi? Le missionnaire: écoute, il y a des tas de cocotiers autour de toi, pourquoi ne pas faire sécher un peu de copra et le vendre? Le samoan: et pourquoi je ferais ça? Le missionnaire: tu gagneras beaucoup d'argent, et avec cet argent, tu pourras t'acheter une machine à sécher plus vite le copra et gagner encore plus. Le samoan: ok, et pourquoi je ferais ça? Le missionnaire: mais tu deviendras riche, tu pourras acheter des terres, planter des arbres, développer ton affaire. À ce stade, tu n'auras plus même besoin de faire du travail physique, tu pourras embaucher des gens qui le feront pour toi. Le samoan: ok, et pourquoi je ferais ça? Le missionnaire: eh bien, finalement, avec tout ce copra, toutes ces terres, toutes ces machines, tous ces employés, tout cet argent, tu seras vraiment riche quand tu prendras ta retraite. Et alors, tu n'auras plus du tout besoin de travailler, tu pourras rester couché sur la plage toute la journée. Cette petite histoire illustre le fait suivant. Si la personne couchée sur la plage ne travaille pas, ce n'est pas parce qu'elle serait naturellement paresseuse. Si elle ne travaille pas, c'est parce qu'elle est rationnelle, comme tout autre humain. Quand vous avez la chance d'habiter une région riche en ressources naturelles et propice au niveau climatique, vous n'avez pas beaucoup d'incitants à vous développer économiquement. Dans cette hypothèse-là, il est beaucoup plus rationnel de vivre sur vos acquis. Par contre, si vous naissez dans un environnement peu hospitalier et maigre en ressources, il est indispensable de vous développer économiquement si vous désirez survivre. Pour comprendre ce phénomène, prêtons-nous, dit Julian Simon, à un petit exercice. Voici 4 pays existants. Sur base des descriptions géophysiques suivantes, devinez s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres. Le premier pays a les caractéristiques suivantes. Aucun accès à la mer, montagneux, presque aucun métal ni pétrole, ni aucune autre ressource naturelle, petite surface agricole, plate, grande densité urbaine. Le second pays se caractérise ainsi. Terre plate et basse, constamment menacée d'être engloutie par les océans, comme ce fut d'ailleurs plusieurs fois le cas dans l'histoire, aucune ressource naturelle. Passons au troisième pays. Croissance démographique rapide, plus haut taux d'immigration dans le monde ces 50 dernières années, très grande densité démographique, aucune ressource naturelle, même pas d'eau potable. Enfin, le quatrième pays peut être décrit de cette façon. Faible densité démographique, immense gisement de ressources naturelles, immense étendue de terres très fertiles. À votre avis, quels sont les pays les plus prospères? Les 3 premiers pays sont dans l'ordre la Suisse, la Hollande, Hong Kong. Le quatrième pays correspond en réalité à la plupart des pays africains et latino-américains. Les 3 premiers pays sont parmi les plus riches et les plus économiquement dynamiques de la planète. Les derniers sont les plus pauvres. Cela permet de comprendre en quoi le sol n'est pas un élément fondamental dans la création de richesses. La terre peut être créée à partir de rien, comme le démontre l'histoire de la Hollande, par drainage et endiguement. Ce pays prospère est un triomphe de la volonté humaine. Comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas un sol, c'est la chair, le sang et la sueur des hommes. Le Japon a tiré la leçon de la Hollande. Il a construit une île artificielle dans la baie de Tokyo, avec les mêmes techniques que la Hollande. La Hollande fut créée avec la puissance musculaire, mais cette création a permis d'accroître parallèlement considérablement les connaissances et le savoir-faire en ingénierie. Développer des villes dans des environnements montagneux comme en Suisse requiert beaucoup d'inventivité pour changer la nature des sols, pour transporter de l'eau, etc. Mais évidemment, naître dans une région ingrate en ressources ne suffit pas. Les libéraux ne sont pas des déterministes. Beaucoup de conditions doivent être réunies pour qu'un peuple puisse accéder, à force d'efforts et de sacrifices, à la prospérité. Encore faut-il posséder un gouvernement libre et une économie libre. En 1960, la Zambie était aussi riche que la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud a un standard de vie comparable au Portugal et est 20 fois plus riche que la Zambie. Depuis 1960, les pays de l'Est asiatique ont connu des taux de croissance de 5 à 7 et leurs revenus ont doublé à chaque décennie. Des anciennes colonies telles que Singapour et Hong Kong sont désormais aussi riches que leur ancienne métropole. Avec la croissance se développe également la démocratisation dans des pays tels que Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie. Dans tous ces pays, qu'on appelle parfois les tigres asiatiques, ce développement a préservé et même amélioré l'égalité entre les gens, sans procéder pourtant à des politiques de redistribution. Ces pays sont la preuve qu'il est parfaitement possible pour des économies en voie de développement de s'industrialiser et de se développer. Il suffit de règles protégeant la propriété et les entreprises. Il faut également une politique monétaire stable, une faible inflation et un État qui, en matière d'enseignement, se concentre uniquement sur le fondamental et qui laisse l'enseignement supérieur au secteur privé qui, dès lors, se focalise sur les besoins de l'économie.
Les pays est-asiatiques introduisirent des réformes qui privèrent les vieilles élites de terres et de privilèges dont ils s'étaient emparés par le passé. Elles permirent à chacun de devenir un acteur économique. L'absence de minimum salarial a permis d'embaucher quantité d'employés. Puisque ces salaires pouvaient être abaissés durant les récessions, ces pays ont pu affronter les crises beaucoup plus sereinement, avec beaucoup moins de chômage que les autres. On ne s'embarrasse pas de permis et de licences pour commencer à travailler. À Hong Kong, on a même été un pas plus loin. N'importe qui peut lancer une affaire et en informer les autorités par la suite pour obtenir un permis. Cette manière de faire a exercé un impact considérable dans le processus de création spontanée des richesses et s'est révélé être un remarquable antidote à la corruption qui fleurit souvent dans l'ombre des procédures d'autorisation. En 1742, le philosophe David Hume écrivait déjà, à propos de la métropole la plus riche de son époque, « Une multitude de gens, la nécessité et la liberté ont engendré le commerce hollandais. » Tout le raisonnement précédent est synthétisé en cette seule phrase.